Good afternoon, bonjour. First of all, let me express my best wishes Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes meilleurs souhaits au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Nous sommes toujours ensemble pour les sommets et il va me manquer à Biarritz. Et je suis sûre que vous aussi, il va vous manquer. Voilà aujourd'hui un autre sommet du G7 qui va mettre à l'épreuve notre unité et la solidarité du monde libre et de ses leaders. Nous n'avons toujours pas de certitude quant à savoir si le groupe sera en mesure de trouver des solutions communes face aux défis très sérieux auxquels nous faisons face, ou si nous allons nous concentrer sur les différends que nous avons. Les dernières années ont montré qu'il est de plus en plus difficile pour nous de trouver un terrain d'entente, et ce, à un moment où le monde a besoin plus que jamais de notre coopération. Plus de coopération et certainement pas moins. C'est peut-être pour nous la dernière minute pour pouvoir reconstruire notre communauté politique. Et il serait particulièrement urgent de construire notre unité sur les questions suivantes. Tout d'abord, la défense de la démocratie libérale, de l'état de droit et des droits de l'homme. Ce particulier en gardant à l'esprit le renouveau des nationalismes et des nouvelles formes d'autoritarianisme, ainsi que les menaces qui nous viennent du développement des technologies numériques, avec des interventions dans les processus électoraux, les fake news, l'utilisation de l'intelligence artificielle contre les citoyens et leurs libertés. Deuxième thématique importante, la crise climatique et la protection de l'environnement, y compris les forêts et les océans. Les incendies dans les forêts de l'Amazone sont un signe très triste de notre époque. Nous sommes, bien sûr, nous soutenons l'accord UE-Mercosur sur la protection du climat et de l'environnement. Néanmoins, il est difficile d'envisager un processus de ratification harmonieux de la part des pays européens tant que le gouvernement brésilien continuera à autoriser la destruction du poumon vert de notre planète. Ce moment va être notre être ou ne pas être. En même temps, l'UE est disposée à offrir une aide financière pour lutter contre les incendies. Troisièmement, il faut arrêter les guerres commerciales. Les accords commerciaux et la réforme de l'OMC sont de meilleures solutions que ces guerres commerciales. Celles-ci ne vont faire que nous mener à des récessions, alors que des accords commerciaux porteraient l'économie. Sans oublier que les guerres commerciales entre les membres du G7 mèneront à une érosion d'une confiance qui est déjà affaiblie aujourd'hui entre nous. Quatrièmement, la menace de prolifération nucléaire. L'accord nucléaire qui a été rejeté par les États-Unis, cela n'a pas apporté de résultats positifs. Et nous avons des divisions dans le monde occidental sur cette question. Cette division joue en faveur des ayatollahs iraniens ainsi que de la Russie et de la Chine. Les leaders du G7 devraient ici faire un effort supplémentaire pour trouver un terrain d'entente. Cinquièmement, la politique de la Russie en ce qui concerne ses voisins, et particulièrement son agression envers l'Ukraine. Il y a un an de cela, au Canada, le président Trump a suggéré de réinviter la Russie au G7. Il a déclaré ouvertement que l'annexion de la Crimée par la Russie était partiellement justifiée et que nous devrions accepter cet état de fait. Il n'y a pas de condition qui pourrait nous amener à être d'accord avec cette logique. Pour ce qui est des spéculations sur le fait de réinviter la Russie, j'aimerais simplement dire la chose suivante. Tout d'abord, les raisons pour lesquelles la Russie a été désinvitée en 2014 sont encore valides aujourd'hui. De plus, s'y sont ajoutées de nouvelles raisons, comme les provocations de la Russie dans la mer d'Azov.
Deuxièmement, lorsque la Russie a pour la première fois été invitée à se joindre au G7, c'était avec l'idée que le pays prendrait le chemin de la démocratie libérale, de l'état de droit et des droits de l'homme. Y a-t-il ici quiconque parmi nous qui puisse dire, non pas seulement par calcul, mais vraiment avec une conviction intime, que la Russie ait pris cette route? Aujourd'hui, j'aimerais convaincre mes interlocuteurs qu'il vaudrait mieux inviter l'Ukraine, en tant qu'invité bien entendu, aux prochaines réunions du G7, pour entendre ce qu'a à nous dire le nouveau président. Je lui ai parlé sur ce sujet il y a 2 jours de cela, et je sais qu'il a un intérêt bien réel dans la question. J'ajoute également que l'UE a des propositions concrètes en ce qui concerne l'Afrique. Nous poursuivons notre engagement de longue date sur le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et nous allons contribuer 550 millions d'euros au fond de ce fonds. Cela signifie que notre engagement total va dépasser 1 milliard d'euros. J'ai également le plaisir de vous annoncer que l'UE se joindra à l'action de favorisation des femmes en Afrique, une étape importante pour la lutte pour l'autonomisation des femmes. La contribution de l'UE représente 85 millions d'euros et elle permettra de développer 100 000 entreprises dirigées par des femmes. Enfin, nous allons contribuer 1 million d'euros au Fonds international pour les survivantes des violences sexuelles liées au conflit, qui sera présenté au leader du G7 demain par Nadia Mourad et le docteur Denis Mukwege, les récipiendaires du prix Nobel de la paix 2018. Demain, en marge du sommet, je me rencontrerai avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Il sera pour moi mon 3e interlocuteur conservateur de la Grande-Bretagne avec lequel je vais discuter du Brexit. L'UE a toujours voulu chercher la coopération. Nous avions David Cameron qui voulait éviter le Brexit, nous avions Theresa May qui voulait éviter un Brexit sans accord, et nous serons maintenant prêts à discuter avec le Premier ministre Johnson. La seule chose sur laquelle je ne suis pas prêt à coopérer, c'est d'avoir un Brexit sans accord. Et j'espère toujours que le Premier ministre ne souhaitera pas être retenu par l'histoire comme étant le monsieur sans accord. Nous sommes ouverts à toutes les idées qui seraient opérationnelles, réalistes et, bien entendu, acceptables à l'intégralité des États membres, y compris l'Irlande, si et quand le gouvernement du Royaume-Uni sera prêt à les présenter. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant prendre vos questions. Nous commençons ici au 2e rang. Ansgar Hase, German Press Agency, DPA. President Tusk, French President Emmanuel Macron accuses Brazil's President Bolsonaro of lying about being committed to fighting climate change and protecting the Amazon forest. Do you share this view? And as President of the European Council, do you think that the European Union can sign the Mercosur agreement pensez que l'Union européenne pourrait signer l'accord Mercosur dans ces conditions? Alors, s'agissant du processus de ratification dont j'ai exprimé mes craintes tout à l'heure, et mon opinion relative à ce processus, c'est le Brésil et son président ne font pas preuve d'une volonté de lutter contre ces incendies dans la forêt pluviale d'Amazonie. Bien sûr, il n'est pas dans mes intentions de décourager le président brésilien d'agir dans un sens positif. Je comprends la réaction spontanée naturelle du président français. D'ailleurs, il n'est pas seul.
Je pense que c'est un avis qui est assez largement partagé par nos citoyens. As you have realized, the opinion of the Brazilian president, comme vous avez pu le constater, l'avis du président brésilien est en train d'évoluer. His opinion about the fire. Son avis d'abord sur les incendies. His latest declaration. Et j'espère que ces déclarations les plus récentes, selon laquelle il est prêt à collaborer avec nous, avec les États-Unis aussi. Bon, j'espère que ces déclarations sont réelles, sont fondées. Et bien sûr, je soutiens le président Macron lorsqu'il propose d'évoquer ce problème, de faire évoquer ce problème par les dirigeants du G7 aujourd'hui et demain. Merci. Madame, devant. President Tusk, Giovanna Pancari from Sky Italia. Today you will Sky see Italia. also Prime Minister Conte, or Aujourd'hui, better, vous allez former Prime Minister rencontrer Conte, le since président he du resigned Conseil Conte, few days enfin ago. l'ancien président So I du would like Conseil, to puisqu'il a know, démissionné il y a 2 jours. J'aimerais connaître votre avis sur ce qu'il a fait en tant que président du Conseil depuis 14 mois et si vous êtes prêt à collaborer avec lui à l'avenir, peut-être dans le même rôle. Et puis, votre avis en général sur la crise politique italienne. I hope that he's still Prime Minister because Bon, j'espère qu'il est toujours président du Conseil. Parce que... our partner. Yeah, I know the whole story. Oui, je connais l'histoire. I can say only positive things about Prime Minister Non, Conte. je n'ai que des choses positives à dire au sujet du président Conte. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour le soutenir actuellement dans le contexte italien. Nous sommes devenus de bons amis, une amitié loyale. Il a toujours été très dur lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts nationaux italiens, mais empreint d'un grand esprit de responsabilité dans la recherche de solutions européennes. One of the best example of loyalty. Je pense que il a été un des meilleurs exemples de loyauté et de responsabilité. Et aussi, il a un sens d'humour très vif. Good afternoon, Fabrice Naudelanglois from Le Figaro in Paris. I have a question on digital taxation, if you may. Question sur An agreement la fiscalité last month in des entreprises numériques. Un accord a été conclu avec les ministres des Finances du G7 sur la fiscalité des entreprises numériques à Chantilly. Maintenant, vous avez entendu que le président Trump menace de taxer les vins français en raison de cette taxe unilatérale sur les entreprises numériques. Est-ce que vous pensez que l'initiative française était contre-productive? Comment réagissez-vous à cette discussion au sein du G7? Je vais protéger les vins français avec une très grande détermination. Cela pour de nombreuses raisons. Et bien sûr, l'Union européenne défend et se range du côté de la France. Si les États-Unis imposent des droits de douane sur la France, l'UE va répondre avec des mesures de même nature. Nous ne voulons pas une confrontation avec notre meilleur allié, les États-Unis. Mais bon, il ne s'agit pas de notre initiative. C'est cette guerre commerciale et les droits de douane. Mais il faut être prêt, il faut se tenir prêt. Nous sommes prêts, l'UE dans son ensemble, et la France peut compter sur notre fidélité, comme c'est le cas pour tous les États membres. Micro, s'il vous plaît. Micro.
decision on the national level. Bon, c'est une décision for Mali and also au niveau national. Substance, as you know, the EU as a whole s'agissant des questions de fond, l'UE a déjà commencé à travailler sur ces questions. The new, of course, president of the Commission, le nouveau présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle va peut-être inscrire cette question à son ordre du jour. Pas pour les raisons politiques ou par solidarité, mais pour des questions de fond. Il s'agit de soutenir la France. La dernière question, monsieur, ici. Yeah, hi, John Chalmers from Reuters. John Chalmers, So over the last 24 hours or so, we've seen an escalation of the tariff impositions between China and the United States. Are you concerned that we're now seeing an escalation of a trade war which could become global? Une escalade d'une guerre commerciale qui pourrait devenir une guerre mondiale, enfin une guerre commerciale mondiale? I can only guess what is the real intention. Bon, je ne peux que supputer les intentions des principaux acteurs de ce conflit. Je peux comprendre la position de certains commentateurs que la Chine représente un défi important pour nous tous. Mais en même temps, là, je me situe dans le contexte mondial. Bon, il s'agit de favoriser la coopération et pas la confrontation. Il est évident que si les États-Unis, le président Trump, recourent à des droits de douane ou des taxes comme instrument politique, pour des raisons politiques différentes, cela veut dire que cette confrontation comporte des risques importants pour le monde entier, y compris pour l'Union européenne. C'est pour ça que nous avons besoin du G7 et que nous avons besoin de discussions franches et ouvertes et de voir clairement les intentions. Et j'espère que nous serons plus sages après la conclusion de ce sommet. Merci. Bye.